Il y a 1 an et demi, ici, il n'y avait qu'un désert. En octobre 1998, un berger a trouvé une pierre bleue, un saphir. Il a déclenché la ruée du siècle. 300 000 personnes s'entassent maintenant dans des campements comme celui-ci, éparpillés sur plus de 800 km². Le plus important gisement du monde, chacun de ces trous, c'est une mine de saphir. Rasta est arrivé de Tananarive avec 3 copains il y a 4 mois. Ici, pas de formalité, n'importe qui peut creuser. Une simple inscription suffit. Nous sommes à 7 mètres sous la surface. Rasta et ses copains pensent avoir trouvé un filon sur l'un des bords de leur galerie. La présence de cailloux est un indice. Pour continuer, ils doivent d'abord sortir cette terre, la tamiser. Mais s'ils veulent élargir leur boyau, ils vont prendre des risques. Dans la région, le bois vaut très cher. Ils n'ont pas les moyens d'étayer. Nous pensons que le saphir est le moyen le plus rapide pour devenir riche. Tous ceux qui sont venus ici pour chercher des pierres précieuses en ont trouvé. Nous savons que ce travail est très dangereux, suicidaire. Mais si on veut devenir riche, alors il faut accepter de risquer sa vie. Car ici, il n'y a pas d'argent facile. Pour en gagner, il faut toujours se battre avec la mort. À 500 mètres de leur mine, la rivière. C'est là que Rasta et ses 3 copains viennent tamiser la terre qu'ils ont extraite de leur boyau. Peut-être dans ce sable, y a-t-il une pierre, peut-être un beau saphir, peut-être la fortune. Cela fait 4 mois que tous les jours ils l'espèrent. Tout le monde assiste à l'opération, non pas qu'il n'ait pas confiance, mais il vaut mieux éviter la tentation. Laisser 2 membres de la bande, seuls pour laver la terre, ce serait peut-être, en cas de découverte, les amener à trahir la parole donnée. On n'a trouvé que de petites pierres, jamais de grosses. En tout, on a gagné environ 2 millions de francs malgaches, ce qui nous permettra de vivre jusqu'à ce que l'on trouve le bon filon. On essaye d'économiser pour tenir le plus longtemps possible. Mais c'est dur de travailler le ventre vide. Voilà, grigio. Saphir. Ilakak, au bord de la Nationale 7, la principale route du pays. Il y a 1 an et demi, c'était un arrêt d'autobus. Il y avait 7 maisons de terre et 85 habitants. Aujourd'hui, c'est la capitale du saphir. Tous les jours, de nouveaux arrivants viennent y chercher fortune. Ils viennent de tout le pays, convaincus qu'à eux aussi, la chance va sourire. Deux fois par semaine, à quelques kilomètres d'Ilakak,
une dizaine d'hommes armés attendent. 2 fois par semaine, ce petit avion vient se poser devant eux. Ils sont là pour accueillir le plus gros acheteur de pierres précieuses du pays. Bonjour, ça va? Bonjour à tout le monde. Werner Staltenstein est suisse. Il a été attaqué une fois, c'était en Tanzanie. On lui avait volé 500 000 francs. Bonjour, ça va? Depuis, il se méfie. Vous avez toujours un comité d'accueil comme ça? C'est région dangereuse. Il y a toutes les semaines attaques contre les Thaïlandais, contre les Sri Lankais, les acheteurs de pierre. Et qui les attaque? Je ne sais pas. Werner amène du cash. À chaque voyage, 800 000 francs français. Une fortune ici. Les 7 kilomètres qui séparent l'aéroport de la ville sont les plus dangereux. À l'entrée de la ville, le comptoir des saphirs. C'est là que les acheteurs s'installent et que les prospecteurs viennent tenter de vendre leurs trouvailles. Ils ont tous entendu l'avion de Werner, c'est un bon acheteur, même les petites pièces l'intéressent. Dans ces sacs, les billets, en francs malgaches 800 millions, 1000 fois plus que nos francs. Les prospecteurs savent tous qu'une fois que le Suisse a dépensé tout son argent, il repart. Il vaut mieux ne pas être en bout de queue. C'est pas un paquet de 10, hein? Celui qui a surmonté la mur, il faut sortir d'abord. C'est les autres qui entrent, qui ont fait le cœur. Werner aime l'ordre. Il a conçu et organisé son comptoir. Avant, il y avait beaucoup trop de gens devant mon fenêtre et il y avait toujours des bagarres. Oh, mes pierres sont perdues. Maintenant, c'est un par un et comme ça, on n'a plus des histoires. 1,5 million. J'essaye de faire plus vite que possible pour que je peux regarder tout le monde. 1,3 million, 6 mètres pièces serrées. La technique de Werner, ne pas perdre de temps. Acheter presque tout ce qu'on lui propose. En gros, parfois, dans le lot, il y a des pierres plus intéressantes. 800 000. On trouve des saphirs de toutes les couleurs, mais les plus recherchés, ce sont les bleus. Couleur, grandeur, inclusion et forme, c'est ça qui me fait mes prix. 200 000. Lorsqu'on lui propose un bleu, Werner est plus attentif. Cela vale beaucoup. Werner fixe son prix en quelques secondes. Il n'a pas l'habitude de marchander. 4 millions, 6 000 ok. C'est les feux. C'est les 4 millions. 4 millions. Il est allé se concerter entre eux concernant le prix, là. Non, on ne tombe pas d'accord, on rend les pierres. 350 000. 350 000. Bon, c'est pas d'accord. Pourquoi? Bon, bah, le propriétaire veut 15 millions, là. Bon, le prix de M. Werner, c'est 4 millions. Donc, c'est pas... Joseph est agriculteur. Avec Gervais, son fils, ils ont abandonné leur lopin de terre à 600 km. Ce qui les a décidés, leurs voisins devenus riches ici en quelques semaines.
Non, je ne sais pas son nom, mais je crois que c'était préparé hier. Je vais le vendre à peu près 1 million de francs. Là. 1 million? 1 million de francs. Même à 500 000, comme ça, je vais le vendre. Puisque je suis totalement dépourvu. 6 mètres bien cirés. Il n'a pas voulu acheter, là, puisque c'est trop petit. Il n'a même pas dit de prix? Alors c'est trop petit les pierres. Il n'a même pas dit le prix. Comme le dit Joseph, lui et son fils sont totalement dépourvus. Cela fait 3 mois qu'ils sont arrivés. 3 mois qu'ils n'ont rien gagné. Lorsqu'ils sont arrivés, Joseph et Gervais n'avaient pratiquement plus d'argent. Tout était passé dans le voyage, mais ils avaient des provisions, de quoi tenir. Joseph pensait qu'il suffisait d'une bonne pelle, de beaucoup de sueur et peut-être aussi d'un peu de chance. Un peu de chance pour que la misère ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Je suis venu ici puisque j'espère gagner comme les autres des milliards ou bien des millions comme ça pour changer la vie de notre famille. J'ai fait ici 3 mois. Jusqu'à maintenant, on ne sait rien encore. Et on travaille toujours jusqu'à qu'on gagne. Il ne nous reste plus que des petites provisions. C'est comme maïs, c'est à peu près 10 kilos de riz. Servez, le carreau. Dans le coin où Gervais creuse, il n'y a plus de prospecteurs. Ici, personne n'a trouvé de bons saphirs. Joseph et son fils sont les derniers à y croire. Ils en sont à leur 5e trou, mais ils continuent. C'est Gervais qui va au fond, son père remonte les déblais à la surface. Si le boyau s'effondre, Gervais ne pourra compter que sur son père pour l'en sortir. Aucune autre aide. Là-haut, Joseph est seul. De toute façon, jusqu'à présent, personne n'a échappé à un effondrement. Il n'y a jamais eu de miracle. Les éboulements tueraient en moyenne 4 prospecteurs chaque semaine. Ça fait plus de 3 mois que je creuse et je n'ai toujours rien trouvé. Mais je ne me décourage pas. J'ai l'espoir de trouver un gros saphir. Mon père et moi, nous avons quitté notre village à cause de la pauvreté. Parce que si l'on a la chance de trouver des bons saphirs, on sait qu'on deviendra tout de suite riche. Et dans ce travail, il faut bien contrôler tous ces gestes. Par exemple, il ne faut pas creuser une galerie trop large, sinon elle risque de s'effondrer. Il ne faut pas non plus creuser le plafond en carré, parce qu'il ne tiendra pas le coup. Il faut faire les plafonds de galerie en forme de voûte, c'est beaucoup moins dangereux. Ferdinand a 10 ans. Lui est né ici, un des 85 habitants d'avant la ruée. Avant, il faisait le guide pour les rares touristes qui s'arrêtaient sur la nationale. Un débrouillard. Je n'ai pas vu. C'est un mauvais. Ferdinand a vite compris. Il a vu des fortunes se faire, mais il a aussi remarqué que les prospecteurs ne savaient pas tous bien vendre, qu'ils avaient peur de se faire avoir par les acheteurs étrangers. Des acheteurs qui viennent ici avec leur 4x4. Alors, depuis, Ferdinand est devenu un courtier, un intermédiaire. Qu'est-ce que tu regardes dedans? Tu vois quoi? Il est un peu bile, ça. Il est un peu quoi? Bile. T'as vu? Là, on voit, là, t'as vu? Pourquoi tu la mouilles? Comme ça, on voit les choses dedans.
Combien il veut? Hein? Combien il veut, lui? 1 million. Et toi, combien tu lui proposes? Moi, j'ai donné 250 000, mais je ne veux pas. La première fois, j'étais avec mon maman et c'est elle qui a pris pour voir les Saphir. Et c'est elle qui a ramené à moi ici. C'est une chance qu'il y a une Saphir ici, parce qu'avant, j'étais à Ranouir. Et alors, à Ranouir, si tu fais les guides, c'est 25 000. Alors, si tu achètes les Saphir ici à 40 000 balles, tu vends à 250 comme ça. Et c'est une chance pour moi, ça. Je suis très content. Ferdinand a quelques rabatteurs qui travaillent pour lui. Il leur donne 10%. Celui-là est venu le chercher car il a repéré une femme qui veut vendre quelques pierres. La femme au chapeau rouge. Ferdinand a vite appris, ni lampe, ni loupe, et pourtant il remarque tout de suite la pierre intéressante. Ah, 35 000. 40. Mais quoi, non, 35 35 000. Mieux que 35 000. Titi, mieux que 35 000. Ah, 40. Comme 35 000. Ah, 40. Alphas, madame, 35 000. Ah, ça, c'est forcé, non? Ah, ok, ok. Est-ce que vous me faites un coup de marron pied? Il y a quelques jours, Ferdinand s'est retrouvé avec un pistolet sur la tempe. L'homme est parti avec tout son argent. Il essaie depuis de faire attention. Ok. C'est une bonne pierre? Ouais. Il va tenter sa chance auprès d'un Thaïlandais. Les Thaïlandais sont ici les acheteurs les plus nombreux, mais ils sont très exigeants sur la qualité. Là, ce que tu as acheté, ça coûte rien. Tu as acheté ça 40 000, tu vas pas la vendre à Werner, ça? Si, je vais vendre. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Thaïlandais? Hein? Le Thaïlandais, il t'a dit quoi? Non, mais c'est pas les qualités à eux, ça. Et regarde bien que je vais faire au Werner, il va donner bon prix. Malgré. Ok. 200 000, ce qu'il avait acheté 40 000 à peine 10 minutes plus tôt. 200 000 francs malgaches, le salaire mensuel d'un ouvrier à Madagascar. J'ai appris dans la rue tout. Et j'ai appris les français, j'ai appris les saphirs, les deux. J'ai appris toute la rue. Ferdinand a une petite amie. Elle a 12 ans et s'appelle Olga. Leurs relations sont parfois empreintes de quelques tensions. Voilà quelques jours qu'Olga lui demande de lui offrir une paire de chaussures. Olga aussi gagne de l'argent. Mais son commerce à elle est d'une autre nature. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, elle, cette petite fille? Je sais pas, ils vont avec les garçons toujours. Ah, la fille? Ouais. Elle, avec quel garçon? Les Thaïlandais, les Blancs? Ouais, tout la Thaïlandais, malgache.
Quel âge as-tu? Là, 15 ans. Olga ment. Elle n'a que 12 ans. L'orage inquiète toujours Werner. Les nuages amènent une pénombre dont il se méfie. Il est obsédé par la sécurité. On s'arrête juste. C'est le temps et il y a des pluies. Comment s'est passé la journée? Il n'y a pas tellement de choses importantes, moins chères. Le sac au billet est loin d'être vide, mais il a décidé de partir. C'est fini pour aujourd'hui. Werner sait à peu près ce qu'il a acheté, mais pas question de s'attarder, toujours son obsession de la sécurité. C'est à Tananarive, bien protégé chez lui, qu'il fera le tri. Mais le voyage à Illakak vaut le risque. Ici, on achète les pierres 5 fois moins cher qu'au Sri Lanka, l'autre grand producteur. Vous avez fait des bonnes affaires aujourd'hui? Il n'y a pas beaucoup de pierres au moment. Pourquoi? Il y a un peu le bruit, c'est que les gens d'ici veulent attaquer celles qui sont venues ailleurs, du nord ou du centre ou de l'est. C'est à peu près 2-3 semaines, il n'y a plus beaucoup de pierres. J'ai seulement dépensé la moitié de mon argent. C'est possible de voir les pierres que vous avez achetées là, comme ça? Non, j'aime pas tellement. Ah bon? Non. Non. Non, non. Ok. Ok, au revoir. Au revoir. La maison de Ferdinand. Il y vit avec sa mère, ses 5 frères et sœurs. C'est lui et son grand frère qui font vivre toute la famille. Le grand frère est prospecteur. C'est ça mon maman. Et il est où ton papa? Mon papa, c'est des amours. Ça, c'est le fils de mon frère. Et c'est ta maman qui l'élève? Oui, il habite ici et mon frère, il est parti au Saphir. Quand tu vends beaucoup de pierres, qu'est-ce que tu fais? Je vends des pierres, après je donne à elle l'argent que je gagne aux pierres. Et alors, tu as déjà gagné beaucoup? Ah, pas beaucoup. J'ai gagné 2,5 millions maximum. Et 2 millions, j'ai donné à elle et 500 000. C'est le vélo que j'ai acheté. Mais le problème, il manque les lacets et ça. Et je veux encore acheter. Et combien tu l'as payé? J'ai payé 600 000. Gaspard est un des premiers à être venu à Illakak. Il était étudiant dans la grande ville la plus proche, Tuléar. La rumeur du saphir y est arrivée vite. Il n'a pas hésité à venir ici avec sa femme et son frère. Gaspard a su saisir sa chance, il a réussi. Aujourd'hui, c'est un patron. En franc malgache, il est milliardaire.
Dans sa voiture, quelques-uns de ses ouvriers. En un an, Gaspard a vu arriver des tas de prospecteurs. Tout autour de chez lui, les voisins creusent. Les autres qui habitent à côté de nous ont trouvé tout ça. Quelquefois, les autres enlèvent ces maisons, puisqu'ils pensent que dans cette terre, il y a toutes des pierres précieuses. Gaspard lui a compris qu'il fallait trouver le bon emplacement et le bon filon pour s'en sortir. Sa mine a un surnom, la Banque Suisse. Il emploie 10 ouvriers qui ont creusé jusqu'à la nappe phréatique. Des pierres, il en a beaucoup trouvé, en moyenne pour 20 millions de francs malgaches par mois. Et plus il creuse, plus il en trouve. Tous les matins, il vide l'eau du trou qui s'est rempli la nuit. Gaspard a les moyens. Beaucoup de ceux qui sont venus au début ont eu de la chance. Lui n'a jamais creusé car dès son arrivée, il a fait une superbe affaire. La première fois j'ai eu une pierre comme ça, je l'ai achetée à 7 500 francs et je la vends aux Thaïlandais à 5 millions au début. Et là, je commence à en avoir de l'argent. 666 fois la mise. Et des affaires comme celle-là, il en a fait d'autres. C'est ce qu'on appelle le blocage en malgache. Quand on a des blocages comme ça dans la carrière, c'est une indication qu'il y a du saphir dedans. Et puisqu'ils sont dans le blocage, effectivement, ils trouvent des pierres. En arrivant ici, j'ai étudié la pierre, le défaut, les bulles, la cassure. Ça, c'est très bon. Ça coûte à peu près 50 000 francs à 100 000. Ces 10 ouvriers, auxquels s'ajoutent quelques extras journaliers, sont tous d'anciens prospecteurs qui n'ont pas eu de chance. Mais Gaspard a le sens de l'entreprise. Les premiers à l'avoir rejoint sont intéressés aux affaires. Ce qui a commencé le travail avec moi, bon, il fait 50-50 avec moi. 50% pour eux, 50% pour moi. Moi, les travailleurs journaliers, bon, je les paie 10 000 francs par jour. Full. Ah, de routine, j'ai. Rual. Rayal, hein? Oh. Royal. Te fancara arroz ani, hein? Fancara arroz mereka nama arroz sama tua. Gaspard se rend tous les jours au comptoir du Saphir. Là aussi, il y a des affaires à faire. D'accord. Hein? Ok. Ok, 400 000. Lui ne vend pas à Werner, le Suisse, mais à des acheteurs thaïlandais. Ils sont nombreux, près de 300, les plus grands spécialistes du saphir. Les plus attaqués également par les bandits. You work for security? Why do you have gun? Huh? Why? Pula, too much money, too much. L'homme prétend posséder 10 armes à portée de main. Oh, tak apa katenda. TV stone boss. Stone boss. $1 million. $1 million. I buy this 1 million, you buy 1 million, it's problem. $1 million fire. Okay. Okay, 1 million 5, okay. Il y a 1 an et demi, Gaspard a interrompu ses études. Grâce au saphir, il s'est acheté une maison à Tuléar, sa ville natale, et 5 taxis. Il sait que les pierres précieuses ne seront pas éternelles. En tous les cas, il a besoin de respectabilité. Il me faut dans la vie double emploi, quoi. Je pense faire l'école normale d'administration à Tananarive. Et là, j'attends le poste, quoi. Quand j'ai des jobs, par exemple, je suis sous-préfet ou bien je suis directeur, j'ai toujours de faire le business. Effectivement, une partie du gros business, c'est à Tananarive.
C'est là qu'habite Werner, le Suisse. C'est là qu'il se sent en sécurité. Je gagne normalement 15 à 20%. Oui, je fais avec la quantité. Ça coûte combien, ça, ce petit morceau-là Je l'achète à 200 000, ça veut dire 30 $. Le bijoutier, il le vend pour 100 $, à peu près. À croire Werner, des petites marges. Mais certains font d'énormes profits. Les spécialistes estiment que chaque mois à Ilakak, il se négocie des saphirs pour 120 millions de francs français. Une estimation, car à Madagascar, on n'aime pas parler de l'argent du saphir, l'un des plus beaux du monde. Dans les mines d'Ilakak, il en resterait assez pour 200 ans d'exploitation. Au sud de Madagascar, au milieu d'un désert de roches, Ilakak. Une petite ville de 40 000 habitants, à l'apparence paisible, comme il y en a tant sur la grande île. Ilakak est pourtant célèbre dans le monde entier pour ses petits cailloux. Des saphirs. Un commerce que les habitants font en plein jour, dans la rue. Les touristes de passage ne manquent pas de faire une halte pour y acheter des bijoux. Et ça vient d'ici, de cette région. Donc on peut avoir ça avec un petit collier aussi avec nous, sur le même genre, le même couleur. Pourtant, il y a quelques années, les autorités déconseillaient aux voyageurs de s'y arrêter. Il y a 12 ans, cette ville était le centre d'une ruée sans précédent. Nous avions posé notre caméra au cœur de ce Far West moderne. Il y a 1 an et demi, c'était un arrêt d'autobus. Il y avait 7 maisons de terre et 85 habitants. Aujourd'hui, c'est la capitale du saphir. Ilakak était alors un bidonville dangereux, où les armes circulaient au grand jour. Les acheteurs étrangers, principalement thaïlandais, craignaient les attaques de bandits. Mais une autre menace planait sur la région. Dans les centaines de galeries creusées à la va-vite par les Malgaches, la mort guettait. À chaque instant, les mineurs pouvaient mourir ensevelis. Ne tape pas sur les parois ni sur le plafond, sinon ça risque de s'effondrer. Il faut que tu creuses juste devant toi, en faisant attention. Nous avions rencontré un trio d'amis venus de la capitale. Maïvo, Rasta et José. Ils avaient tout juste 20 ans. Nous sommes à 7 mètres sous la surface. Ils doivent d'abord sortir cette terre, la tamiser. Mais s'ils veulent élargir leur boyau, ils vont prendre des risques. Nous pensons que le saphir est le moyen le plus rapide pour devenir riche. Tous ceux qui sont venus ici pour chercher des pierres précieuses en ont trouvé. Nous savons que ce travail est très dangereux, suicidaire. Mais si on veut devenir riche, alors il faut accepter de risquer sa vie. Car ici, il n'y a pas d'argent facile. Pour en gagner, il faut toujours se battre avec la mort. So, enlève l'eau parce que ça commence à venir. Enlève, je te dis. Dans une carrière d'Ilakak, nous avons retrouvé José. Il a aujourd'hui 33 ans. Il prospecte toujours, mais dans une mine à ciel ouvert. Je travaille tous les jours, je n'ai jamais de repos. En 12 ans, il n'a pas fait fortune. À l'époque, on pensait devenir riche, comme tout le monde. Des 3 copains que nous avions filmés, José est le seul qui soit resté à Ilakak. On était 3, mais 2 sont partis. L'un est mort, l'autre s'est marié,
Rasta est mort, c'est lui qui m'avait appris à travailler dans les mines. Il est tombé malade dans la carrière, il n'avait pas de quoi payer les médicaments. Il est mort de la fièvre typhoïde. Il ne reste plus que moi ici. Lui n'a pas d'autre choix que de continuer ici. Ici, pas de formalité, n'importe qui peut creuser. J'ai pu m'acheter une petite maison dans mon village quand j'ai trouvé une pierre en 2007. Je n'ai donc pas trop déçu ma famille. Mais aujourd'hui, je ne gagne rien. Il espère toujours trouver la pierre qui le sortira de la misère et lui permettra enfin de quitter la mine. Mais il est comme prisonnier de son rêve de fortune, comme des milliers de Malgaches, encore aujourd'hui à Ilakak. Ici, le mythe de l'argent facile n'est pas mort. L'ampleur du gisement a dépassé toutes les espérances. Mais aujourd'hui, il faut faire presque 2 heures de route pour trouver les nouveaux filons. Marc Noveraz est un négociant suisse. C'est un des plus grands spécialistes en pierres précieuses de la planète. Il vit dans cette région depuis 1998, depuis les débuts de la ruée vers les saphirs. On peut passer en voiture? Vous pouvez passer par là et vous montez après. On est en dessous devant la rivière Taez. On va essayer de traverser puis d'aller voir le plus grand village de mineurs qu'on trouve actuellement dans la région. Sur les bords de la rivière, des centaines d'ouvriers s'affairent. Ils tamisent la terre qui a été extraite des mines dans le but d'y trouver des saphirs. Parmi eux, il y a aussi des enfants. Le travail est toujours artisanal. Pour éviter les vols, des hommes en armes surveillent les opérations. Les gens arrivent à laver jusqu'à 2000 sacs de gravier, donc on peut estimer ça à une centaine de mètres cubes. Quand on estime qu'il y a un peu plus d'1 gramme, en minéralisation un peu plus d'1 gramme par mètre cube, donc on imagine qu'on produit 100 à 150 grammes de saphir ici tous les jours, ce qui est quand même assez conséquent à l'échelle humaine. Avant d'arriver aux mines, il faut encore traverser la rivière, puis rouler un quart d'heure sur cette piste. Nous allons découvrir que les conditions de travail demeurent effroyables. Voilà, là on est sur les hauteurs de la rivière, donc en plein cœur du gisement. C'est toujours le même principe que de travail qu'Ilakak il y a 10 ans. Ce système de puits existe depuis toujours. Je pense simplement que c'est mieux organisé avec des systèmes d'étayage et des systèmes de tir-fort qui permettent de remonter. Aujourd'hui, les Malgaches ont vraiment l'expérience de l'exploitation du gisement. Il y a des gens en dessous? Oui. À combien de mètres est le filon? Oh, ça fait à peu près 30 mètres. Solo a 27 ans. 7 jours sur 7, il descend au fond du puits. Son salaire, 1,80 € par jour. C'est difficile d'aller sous terre parce que c'est très profond. 30 mètres au lieu de 5 à 8 en 2000. Pourtant, cette mine n'est pas la plus profonde. Ici, certains puits descendent à plus de 50 mètres sous terre. Chaque jour, Solo y descend en s'accrochant au sac, qui sert aussi à remonter le minerai. Plus il s'enfonce dans le boyau, plus la chaleur devient étouffante. Il faut une autre planche pour maintenir le plafond. Tu vas réussir à remplir plusieurs sacs? C'est très difficile de respirer à l'intérieur. On a si peu de place. On n'est pas à l'aise. On manque toujours d'air. Ça devient très dur là-dedans. Pour leur fournir un peu d'oxygène,
les Malgaches ont inventé un système d'aération artisanal. Ils envoient de l'air via ce tuyau bricolé avec du plastique. À la surface, un ouvrier l'alimente avec un simple sac poubelle. Si je fais pas ça, les gens en dessous étouffent. Il y a plein de gaz en dessous. Les mineurs peuvent mourir. Ils finissent le travail à main nue, avant de ramper vers la sortie, traînant derrière eux un sac de 30 kilos de terre. En 2000, chaque semaine, 4 prospecteurs mouraient ensevelis. Depuis que ces galeries ont été renforcées par du bois, il y a moins de morts dans les mines. Mais le danger est toujours là. Bien sûr que j'ai peur d'avoir un accident, mais il faut bien que je gagne de l'argent. J'ai envie de vivre mieux. Si je prends de tels risques, c'est pour devenir riche et avoir un beau 4x4 comme certains en ont. La richesse, la vie meilleure, ils étaient déjà des milliers à y croire en 2000. La fièvre du saphir n'épargnait personne, pas même les enfants. Nous avions rencontré Ferdinand. Ferdinand a 10 ans. Lui est né ici, un des 85 habitants d'avant la ruée. Avant, il faisait le guide pour les rares touristes qui s'arrêtaient sur la nationale. Un débrouillard. Si tu fais les guides, c'est 25 000. Alors si tu achètes les saphirs ici à 40 000 balles, tu vends à 250 comme ça. Et c'est une chance pour moi, ça. Je suis très content. Le garçon s'était improvisé intermédiaire entre les prospecteurs et les acheteurs étrangers. Il avait même quelques rabatteurs qui travaillaient pour lui. Ferdinand a vite appris. Ni lampe, ni loupe. Et pourtant, il remarque tout de suite la pierre intéressante. 35. 35. 40. Ah, 35. 40. Mais quoi, non, 35. 35. 40. Mieux que 35. Titi, mieux que 35. 40. Venez, venez, il y a trop de curieux ici. Je veux pas sortir mon fric ici. Il y a quelques jours, Ferdinand s'est retrouvé avec un pistolet sur la tempe. L'homme est parti avec tout son argent. Il essaie depuis de faire attention. Ce jour-là, c'est à un acheteur suisse que Ferdinand avait revendu le saphir. 200 000, ce qu'il avait acheté 40 000 à peine 10 minutes plus tôt. 200 000 francs malgaches, le salaire mensuel d'un ouvrier à Madagascar. Avec cet argent, le petit Ferdinand faisait vivre sa famille, sa mère et 4 frères et sœurs. Ils s'entassaient dans cette maison minuscule, une pièce au confort rudimentaire. 12 ans plus tard, nous avons retrouvé Ferdinand. Il a bien changé. Dans le centre-ville d'Ilakak, il commence par nous rejouer la scène du négociateur averti. Combien celle-là? 180 €. C'est très bien ça, hein. Je t'en donne 50 centimes. 2005. Arrive, tu. Tu fous de moi ou quoi? Rends-moi ma pierre. Alors, combien? Non, je te la vends pas. 1 euro alors? C'est pas sérieux. Tiens ici. Je ne la vends pas. Mais comment ce n'est pas à vendre? Non, ton prix est trop bas. Nous allons vite comprendre que Ferdinand a honte de nous avouer la vérité. Son petit commerce a échoué. Je te la fais à 60 €. 8 euros. Jamais. Il vaut mieux que j'aille chercher ailleurs alors. Oui, c'est ça. Bon voyage. Cela fait bien longtemps qu'il n'a plus rien acheté. À ce moment, je gagne pas beaucoup de pierres, quoi. Donc c'est ta maman qui te nourrit? Ouais, c'est ma maman qui donne des repas pour moi.
Pour lui, comme pour tant d'autres dans la région, le saphir n'aura été qu'un mirage. Ferdinand vit aujourd'hui chez sa mère. Il a déçu les espoirs de sa famille. Quand auras-tu de l'argent pour qu'on achète de la viande? Ça dépend si je découvre la pierre bleue ou pas. On attend une pierre pour manger de la viande? Oui, il faut attendre le saphir. Eh bien, il mange beaucoup, celui-là. C'est que j'ai faim. Attends d'avoir de l'argent et tu pourras penser à t'acheter à manger. J'ai aussi plein de problèmes avec ma femme. On est séparés et elle ne veut pas me donner mon fils. Elle me le laissera seulement si je paye 2 ébus. Vous savez, c'est la coutume ici. Il me faut absolument 300 € pour espérer revoir mon enfant. En pensant faire fortune avec les saphirs, Ferdinand n'a pas jugé bon d'aller à l'école. Il ne sait ni lire, ni écrire. Le jeune homme est à la dérive. J'ai rêvé. J'étais si sûr de gagner beaucoup. Malheureusement, ça n'a absolument pas été le cas. En 2000, nous avions rencontré un autre enfant. La petite fiancée de Ferdinand. Ferdinand a une petite amie. Elle a 12 ans et s'appelle Olga. Leurs relations sont parfois empreintes de quelques tensions. Voilà quelques jours qu'Olga lui demande de lui offrir une paire de chaussures. Olga aussi gagne de l'argent. Mais son commerce à elle est d'une autre nature. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, elle, cette petite fille? Je sais pas, ils vont avec les garçons toujours. La fille? Ouais. Elle, avec quel garçon? Les Thaïlandais, les Blancs? Ouais, tous les Thaïlandais, malgaches. Quel âge as-tu? La 15 ans. Olga ment. Elle n'a que 12 ans. Enlève ta casquette, qu'on admire ton minois. Enlève ta casquette. Tous les jours, Olga subissait les moqueries des travailleurs malgaches. À l'époque, les petites prostituées n'étaient pas rares. Les enfants comme Olga travaillaient au grand jour. Une situation révolue aujourd'hui. 1 an après notre tournage, Olga a déménagé. Ferdinand ne l'a jamais revue. Pour nous, il a retrouvé sa piste à Tuléar, à 300 km au sud d'Ilakak. Il n'a pas son adresse précise. Bonjour, je voulais savoir si vous connaissiez cette personne. Oui, je la connais. Où est-ce que je peux la trouver? Elle est dans la cour. Ah, Olga. Tu sais, Ferdinand, mon vrai prénom, c'est Eva. Cela fait 13 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu es un homme maintenant. Je suis tellement contente, de tout mon cœur, vraiment. Je croyais que tu m'avais oublié. Ça fait si longtemps. Aujourd'hui, Olga a 24 ans. Elle nous reçoit chez une voisine, car elle a honte de nous montrer le grand dénuement dans lequel elle vit. Elle aussi a un enfant, une petite fille de 4 ans qu'elle tient à présenter à Ferdinand. Où est son père? Son père a disparu quand j'étais enceinte. J'étais avec un blanc. Il a tout fait pour m'avoir. Il m'a donné à manger. Il m'a donné de l'argent. J'ai finalement accepté. Et maintenant, je suis pauvre. Il m'a dit qu'il allait à Tana et qu'il reviendrait. Mais je ne l'ai jamais revu. Olga continue à se prostituer. Je sors avec ceux qui me donnent de l'argent. Il faut que je puisse survivre et que je nourrisse ma fille. J'attends les hommes au coin de la rue. Ils me donnent 80 centimes d'euros par passe. En un mois, j'arrive à gagner 10 euros. Nous lui avons montré les images de notre premier reportage, de cette époque où les humiliations étaient quotidiennes. Étrangement,
elle éprouve de la nostalgie. Je m'en souviens. C'est ce que j'ai le plus aimé dans ma vie, avoir des poupées. Je regrette ma vie d'avant. On avait un peu d'argent, mais maintenant on n'a plus rien du tout. Je regrette tellement ma vie d'avant. Olga, Ferdinand, n'étaient que des gamins à l'époque de la ruée vers les saphirs. Eux n'y ont rien gagné, bien au contraire. En 2000, nous avions rencontré un prospecteur qui avait fait fortune. Gaspard était le propriétaire de cette grande carrière baptisée la Banque Suisse. L'unique malgache à exploiter un filon de manière industrielle. Son succès alimentait les rêves de toute une génération de mineurs. Des pierres, il en a beaucoup trouvé, en moyenne pour 20 millions de francs malgaches par mois. Et plus il creuse, plus il en trouve. Tous les matins, il vide l'eau du trou qui s'est rempli la nuit. Prenez ces planches et clouez-les au poteau. Gaspard a les moyens. Beaucoup de ceux qui sont venus au début ont eu de la chance. Lui n'a jamais creusé car dès son arrivée, il a fait une superbe affaire. La première fois j'ai eu une pierre comme ça, je l'ai achetée à 7500 francs et je la vends aux Thaïlandais à 5 millions de pierres. Et là, je commence à en avoir de l'argent. 666 fois la mise. Et des affaires comme celle-là, il en a fait d'autres. Il y a 1 an et demi, Gaspard a interrompu ses études. Grâce au saphir, il s'est acheté une maison à Tuléar, sa ville natale, et 5 taxis. Il sait que les pierres précieuses ne seront pas éternelles. En tous les cas, il a besoin de respectabilité. Il me faut dans la vie double emploi, quoi. Je pense faire l'école normale d'administration. Il rêvait de devenir haut fonctionnaire, directeur ou préfet. C'est à Tuléar, la grande ville du Sud, que nous l'avons retrouvé. Il y a 8 ans, il a fait faillite et a dû abandonner la Banque Suisse. Gaspard est bien devenu fonctionnaire, mais il est seulement chef de service au ministère de l'Agriculture. Bonjour, je viens vous remettre mon rapport. Je vais en prendre connaissance, mais sachez que vous aurez aussi une présentation à faire. J'ai raté le concours d'administration. Pourquoi? Parce que j'ai fait du saphir pendant 3-4 ans. J'ai pas fait de révision, je n'ai rien dans la tête. Madeleine, sa supérieure hiérarchique, connaît son passé. Je ne répugne pas d'avoir tenté un peu l'aventure dans le saphir, mais rester jusqu'à la fin de ses jours dans le saphir, c'est vraiment difficile à croire. Gaspard a pris des risques. Il a tout perdu, sauf cette maison achetée grâce à l'argent du saphir. Avec sa famille, il vit modestement. Sa femme a dû, elle aussi, se mettre au travail. Pourtant, c'est sans état d'âme que Gaspard évoque la fin de son aventure dans les mines. Je suis parti d'Ilakaka en 2003, puisque j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai dépensé mon argent en faisant des carrières. J'ai payé des ouvriers miniers et puis des carburants. Et on attend 1 mois, 2 mois pour trouver des saphirs. C'est ça qui a provoqué ma perte. On est allé à Ilakak en pensant devenir millionnaire, milliardaire même. Malheureusement, l'argent ne fait que passer. Je n'ai pas de regrets. Là-bas, c'était comment dire, diabolique. Les gens ne faisaient que la fête. Ils croyaient que c'était la belle vie. On essaie de ne plus penser à tout ça, au saphir. On n'espère plus rien des pierres. Si Gaspard n'a pas réussi dans les saphirs, il a découvert une autre richesse, la vie de famille. Désormais, il trouve le temps de partir avec eux en vacances. Pendant les saphirs, il n'y a pas de vacances, puisqu'on a toujours dans l'idée de gagner de l'argent. On n'ose pas quitter le saphir, quoi. Autant de saphirs, j'avais de l'argent, mais j'avais pas du temps.
Mais maintenant, j'ai du temps, je suis heureux. Je suis content de voyager avec ma famille. De tous ceux que nous avions rencontrés en 2000, Gaspard est le seul à s'être libéré de l'emprise du saphir. Les Malgaches ne sont pas les grands gagnants de ce boom. Dès les premières heures, les étrangers se sont emparés du marché. En 2000, quand le plus gros négociant de la région venait faire des achats, il s'entourait de précautions maximales. Bonjour à tout le monde. Werner Staltenstein est suisse. Il a été attaqué une fois, c'était en Tanzanie. On lui avait volé 500 000 francs. Bonjour, ça va? Depuis, il se méfie. Vous avez toujours un comité d'accueil comme ça? C'est région dangereuse. Il y a toutes les semaines attaques contre les Thaïlandais, contre les Sri Lankais, les acheteurs de pierre. Werner amène du cash. À chaque voyage, 800 000 francs français. Une fortune ici. Les 7 km qui séparent l'aéroport de la ville sont les plus dangereux. C'est là que les acheteurs s'installent et que les prospecteurs viennent tenter de vendre leurs trouvailles. Ils ont tous entendu l'avion de Werner, c'est un bon acheteur, même les petites pièces l'intéressent. Les mineurs se battaient pour lui vendre leurs pierres. En peu de temps, Werner en achetait un maximum. Les Malgaches ignoraient alors leur valeur. Abusant de la naïveté des prospecteurs, aux premières heures de la ruée vers les saphirs, il a gagné beaucoup d'argent. « 800 000, 1 300 000, 6 mètres pièces serrées. Cela fait bien longtemps qu'il ne vient plus à Madagascar. Aujourd'hui, les négociants étrangers dominent toujours le marché. Ils ne viennent plus en avion, la plupart vivent sur place. La quasi-totalité des mines du négoce est détenue par les Sri Lankais à 80%. Ils n'aiment pas trop parler de leurs affaires. Est-ce que c'est un bon endroit ici? Oui, c'est un bon endroit ici. Pourquoi? Il y a des saphirs dans beaucoup d'endroits. Pour en savoir plus sur les coulisses de ce business, nous sommes retournés voir Marc Noveraz. Lui aussi vit ici depuis 14 ans. Il a appris le malgache. Il est 7 h du matin. Comme chaque jour, Marc s'installe à la fenêtre de son magasin pour acheter des pierres. L'ambiance est loin de la frénésie d'avant. C'est combien? Oh, je te la fais à 450 €. 25 €. 450 €. Dis-moi combien alors? 300 €. 35 €. Non, ça n'ira pas. Tu vas demander 50 fois la valeur qu'il en veut réellement. Donc ça va faire l'objet d'une négociation. Et c'est finalement à l'acheteur de donner son offre. En général, je ne donne qu'un prix. Si la pierre est vendue, tant mieux. Sinon, 30 €. Non, 25. Ok, je reviens. Marc cherche la belle pierre, celle qu'il pourra vendre au plus grand joaillier. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. 1 million. On essaiera ce soir de racheter quelques pierres, puisque là, apparemment, il n'y a plus grand-chose. Il en a tout de même acheté 6, de qualité moyenne, pour 130 €. Du moment où on a au moins une pierre, on va considérer qu'on a quelque chose, mais on attend quand même des jours meilleurs, avec des pierres plus importantes ou de plus grande valeur. On va dire qu'ici, il n'y a pas vraiment de rareté. Il faudra faire un assemblage avec plusieurs pierres pour pouvoir les mettre en valeur. C'est des pierres, j'espère qu'une fois taillées, on pourra vendre le double. Quand il ne peut pas exporter ses saphirs, il les vend aux touristes de passage. Avec Philippe, son associé français, il a embauché 3 malgaches pour fabriquer des bijoux sur place. On lui apporte une valeur ajoutée et on le rend vendable en gros. Donc nous, quand on a une pierre comme ça, ce qu'on va chercher à faire, c'est épouser la forme du brut pour garder un maximum de poids. On va les polir pour qu'elles aient un aspect brillant comme du verre. Ces artisans malgaches ont tous été formés par Marc. Ils sont précis et aussi compétents que les tailleurs suisses. Il leur faudra plus de 3 heures pour ciseler une des pierres achetées ce jour-là.
Elle sera vendue 120 € dans son magasin. Marc a tenu à nous emmener là où tout a commencé. À la sortie de la ville, la première mine d'Ilakak, celle de Gaspard, la banque suisse. Là, on arrive sur la banque suisse, un des premières mines travaillées à Ilakak, qui correspond à l'ancien lit de la rivière Ilakak. Salam, Salam. Salam. Une gigantesque carrière à ciel ouvert, désormais propriété d'entrepreneurs sri-lankais. Aujourd'hui, il faut creuser à plus de 50 mètres de profondeur pour trouver des saphirs. Tout ce qui était en surface, tout ce qui était facile d'accès a été ramassé. Je pense que d'ici une année ou deux, tout sera terminé ici, on aura tout travaillé. En attendant la fin du saphir, à Ilakak, la bonne fortune d'un tout petit nombre continue de faire rêver. Mais pour beaucoup, l'ancienne ville champignon, posée au milieu du désert, n'aura été qu'un mirage.